à tous. On se retrouve ce matin donc, pour les 10e journées des gestionnaires d'espaces naturels de Bourgogne-Franche-Comté qui se tiennent cette année en ligne pour s'adapter au contexte sanitaire. Donc, on va faire une rapide introduction pour rappeler le cadre de cette journée et puis vous expliquer un petit peu les règles de fonctionnement. Et puis, on passera ensuite à la première session de cette journée. Donc, on se retrouve aujourd'hui en fait dans le cadre de l'animation du réseau des gestionnaires d'espaces naturels de Bourgogne-Franche-Comté. C'est une animation donc, qui est portée par les Seine-Bourgogne et les Seine-Franche-Comté en partenariat avec l'Agence régionale de la biodiversité et avec un financement de la région, de l'Adréal et des fonds européens. C'est dans le cadre de ce réseau de gestionnaires d'espaces naturels, on peut noter aussi la publication de la revue L'Azuré, qui fait partie aussi de ce réseau. Et puis, ces journées sont les 10e donc journées organisées en région, les 5e à l'échelle de la nouvelle grande région Bourgogne-Franche-Comté, puisqu'on a eu donc depuis 2016 différentes thématiques qui ont pu être abordées, que ce soit sur l'écopastoralisme, sur la biodiversité forestière, sur la fréquentation des espaces naturels ou l'année dernière sur les outils fonciers. Donc cette année, évidemment, on a dû s'adapter à ce contexte sanitaire un peu particulier. La journée était initialement prévue à Besançon. Normalement, on alterne une fois en Bourgogne, une fois en Franche-Comté. Du coup, on a choisi de maintenir quand même ces journées avec un format webinaire. Donc on espère que ça ne vous dérangera pas trop. C'est sûr qu'il nous manquera des temps d'échange un peu plus informels. Mais on va essayer de pouvoir vous permettre d'échanger tout de même. Il y aura donc 3 sessions thématiques. La première aujourd'hui, la deuxième demain après-midi et la troisième mardi prochain. On a fait le choix du coup de scinder cette journée en trois sessions pour que ça ne soit pas trop long. C'est vrai que ça peut être un petit peu lourd d'être sur une visio qui dure toute une journée. Donc ces 10e journées, on a choisi de traiter cette année la thématique des suivis et de l'évaluation. Et donc, on a intitulé ces journées « Suivre et évaluer pour mieux gérer ». Donc 3 sessions qui se veulent se compléter pour vous donner une vision un petit peu d'ensemble de cette problématique qui est assez prégnante dans les travaux que conduisent les gestionnaires d'espaces naturels. On parlera aujourd'hui de l'évaluation et des suivis dès les étapes de planification. Donc, comment en fait on pense en amont cette problématique d'évaluation et de suivi de la gestion. En deuxième session, donc demain après-midi, on parlera de la problématique des indicateurs d'état, qui est justement un point assez complexe. Et puis, en session 3, on parlera de la mise en place de ces suivis, notamment pour évaluer donc, la restauration, les actions d'entretien ou la libre évolution. Pour cette première session, donc sur la planification de l'évaluation et des suivis, on aura 2 interventions. La première donc, par Anne Douard, qui est chargée de mission plan de gestion à Réserve naturelle de France, qui abordera l'évaluation au cœur des plans de gestion des espaces naturels. Et puis Thibaut Couturier, qui travaille au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, qui nous parlera de l'accompagnement des gestionnaires dans la mise en place des suivis. On aura par la suite un temps de questions et d'échanges. Donc, on a plutôt fait le choix de laisser les 2 interventions se faire avant qu'on échange et que vous puissiez poser des questions aux intervenants. Et puis ensuite, une rapide conclusion. Alors, quelques règles sur le fonctionnement de ce webinaire. Alors, on a désigné des animateurs et modérateurs. Donc, je vais animer cette première session. C'est Hélène Gervais du Seine-Bourgogne qui va être modérateur. Donc, ce qu'on vous propose, c'est nous contacter directement si jamais il y a des problèmes techniques, par exemple. On va aussi enregistrer ces différentes sessions. Donc,
On va considérer que le fait que vous soyez présent et que vous restiez, est un accord de votre part d'être, enregistré. On mettra ensuite en ligne, les vidéos, et puis les diaporamas. On vous propose de, comme vous l'avez sûrement déjà fait, de garder micro et caméra coupés, pendant les interventions pour éviter les interférences. Et puis ensuite, on aura donc un temps d'échange, et de questions suite aux interventions. On vous propose 2 modes, de sollicitation des intervenants, soit des questions écrites, donc vous pouvez les poser dans le chat. Alors pour, ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser le logiciel Zoom, en bas dans le bandeau du bas, vous avez, une petite icône discussion, donc ça va ouvrir une fenêtre et vous pouvez ensuite donc saisir votre question et l'envoyer. On vous propose de le faire plutôt à tous les participants. Comme c'est par écrit, vous pouvez le faire durant les interventions ou pendant le temps de questions-réponses. Et sinon, vous pouvez aussi poser des questions à l'oral en levant la main. Alors cette fois-ci, il faut cliquer sur l'icône participant et sous la liste des participants, vous pouvez lever la main. Donc on verra que vous voulez prendre la parole et on vous donnera la parole. Voilà, donc la parole est donnée par l'animateur. Si c'est des questions écrites, on passera plutôt, on lira les questions et puis on vous demandera éventuellement de préciser en vous ouvrant votre micro. Voilà, donc on va passer à cette première session. Anne, je vous propose du coup de prendre la main pour, diffuser votre diaporama. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est tout bon, on vous entend bien. D'accord. Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravie de participer à ces 12e journées des gestionnaires d'espaces naturels de Franche-Comté, de Bourgogne-Franche-Comté. Alors, j'interviens dans la première session où on va voir pourquoi il est important de penser l'évaluation dès les étapes de planification de la gestion. C'est un des points qui a fait qu'on a révisé la méthodologie d'élaboration des plans de gestion. Parce qu'en fait, à l'origine, on pensait l'évaluation quand on avait appliqué le plan de gestion et finalement, on s'apercevait que c'était pas facile quand on ne l'avait pas anticipé. Donc, à part faire des bilans, opérations faites ou pas faites, on allait pas très loin. Alors, donc, je vais vous présenter comment l'évaluation a été placée au cœur des plans de gestion de cette nouvelle méthodologie et la place qui a été donnée au suivi scientifique. Voilà, donc en introduction, quelques mots quand même sur cette nouvelle méthodologie d'élaboration des plans de gestion. Donc, je pense que vous connaissez quand même en grande partie. C'est un guide qui est commun à l'ensemble des aires protégées, organisé autour d'un cycle en 5 étapes. Dans ce cycle, les enjeux constituent vraiment une étape à part entière, calée donc après l'état des lieux et avant la stratégie. Donc, c'est une étape importante puisque c'est la base de la stratégie. Donc, il est important que ces enjeux soient bien définis. Donc, c'est pour ça qu'on insiste sur cette étape-là. Et la suite, l'évaluation a été placée au cœur de cette rédaction. On va voir comment tout cela s'implique et comment les suivis scientifiques rentrent dans cette méthode. Donc, le suivant, c'est aussi un guide qui a pour vocation de mieux organiser le travail d'équipe et garantir la continuité de la gestion en cas de changement d'équipe, de mieux assurer le suivi et l'évaluation des actions et de leur efficacité, et de mieux partager la gestion avec les acteurs du territoire et d'assurer un rapportage. Donc, pour la dia suivante, pour le volet mieux organisé, un outil a été mis en place, le tableau d'arborescence, et c'est un outil qui a plusieurs fonctions. La première fonction, c'est de dérouler la stratégie de gestion à 2 échelles de temps pour chaque enjeu. Donc, vous voyez que le tableau se compose de 2 niveaux
le premier niveau qui correspond à la stratégie à long terme et le second niveau qui correspond au plan d'action qu'on va mettre en place pendant la durée du plan de gestion. Pour chaque enjeu, donc l'animation suivante, on va définir un objectif particulier, donc objectif à long terme pour la partie haute du tableau et objectif opérationnel pour la partie basse du tableau. Et ce tableau est fait pour chacun des enjeux. La deuxième fonction, c'est de fixer le cadre des opérations de terrain. Donc, pour fixer ce cadre, en fait, il s'agit juste de remplir le tableau dans le bon sens, c'est-à-dire de gauche à droite et de haut en bas. Donc, on remplit d'abord la partie stratégie à long terme avant de rentrer dans la partie opérationnelle. La troisième fonction, la dia suivante. Donc là, on est sur le volet assurer le suivi et l'évaluation. Donc la troisième fonction, c'est d'anticiper les évaluations futures grâce à un jeu d'indicateurs. On s'est basé sur le modèle pression état-réponse, qui est un modèle utilisé dans d'autres domaines. Et ce jeu d'indicateurs permet d'évaluer à la fois la progression vers les objectifs à long terme, grâce aux indicateurs d'état, l'évaluation de l'atteinte des objectifs opérationnels dans la partie basse du tableau grâce aux indicateurs de pression et enfin l'évaluation du niveau de réalisation des opérations grâce aux indicateurs de réponse. Vous voyez, attends, non, je n'ai pas fini. Et donc, vous voyez que les suivis scientifiques sont les suivis qui vont permettre de renseigner les indicateurs d'état, donc permettre de montrer dans quel état se trouve le patrimoine naturel qui est en protection. Voilà, la suivante. Alors, les suivis scientifiques vont participer à l'évaluation de l'avancement du plan de gestion. Donc, ce sont des opérations qui feront partie du bilan d'activité que vous allez présenter chaque année, au même titre que les opérations. Donc, ça permet de montrer que vous avez fait votre travail. Et de l'animation suivante. Voilà, ils permettent aussi de montrer que la gestion a été efficace. Et là, on est plus dans la notion de tableau de bord. Là, on montre en fait que le travail est bien fait. Donc, ça permet de montrer que les opérations de terrain que vous avez mis en place ont été efficaces. Alors, on va passer sur un exemple. Alors, j'ai pris une réserve qui a appliqué la nouvelle méthodologie, donc la tourbière de la Grande Pile. Alors, j'ai simplifié l'exemple pour que ce soit plus pédagogique. Donc, je suis partie sur l'enjeu système tourbeux. Donc, vous voyez que dans la première colonne, un objectif à long terme a été défini, maintenir la fonctionnalité des systèmes tourbeux. Et pour permettre d'évaluer si on progresse vers cet objectif à long terme, il va falloir remplir la deuxième colonne intitulée niveau d'exigence, qui définit en fait ce qu'on entend par maintenir la fonctionnalité. Donc, maintenir la fonctionnalité, c'est maintenir une saturation en eau des sols, maintenir une faible amplitude de la nappe et dans la durée, maintenir des conditions trophiques favorables et permettre ou maintenir des phénomènes de turfigénèse. Alors, dans la troisième colonne, on met en place un système de mesure qui permet de voir si effectivement la saturation en eau des sols est bien effective, si on a une fertilité, si le maintien des conditions trophiques sont maintenus, par exemple par la mesure de la fertilité du sol. Donc ces indicateurs sont sur le terrain mesurés par un certain nombre de métriques, la profondeur de la nappe phréatique pour le niveau d'eau, l'indice CIRF pour les espèces qui sont liées à l'engorgement permanent, l'indice floristique pour la fertilité des sols et la croissance de l'épaisseur de la tourbe pour l'accumulation de la tourbe. Et animation suivante, on a mis en place derrière les suivis scientifiques qui permettent de renseigner ces indicateurs. Donc, vous voyez, ici, on a mis en place en fait un cadre avec des suivis scientifiques. On n'est pas du tout parti encore dans les opérations de terrain. On a simplement fixé le cadre dans lequel on va travailler, c'est-à-dire qu'on veut maintenir une fonctionnalité et on définit comment on va maintenir cette fonctionnalité, comment on va mesurer qu'on maintient cette fonctionnalité. Donc, le rôle des suivis scientifiques est vraiment à ce niveau.
Exemple suivant, je vous en ai mis un autre sur la forêt, donc issu de la même réserve. L'objectif à long terme est d'améliorer l'état de conservation des habitats forestiers avec 2 niveaux d'exigence qui ont été définis, une forte capacité d'accueil pour la faune et des cortèges forestiers diversifiés et une richesse et une typicité de la fonge. Les indicateurs d'état, avifaune cavernicole, gobe-mouche accoyer, saproxylique, les métriques qui ont été mises derrière, donc le nombre d'espèces nicheuses pour l'avifaune cavernicole, le nombre de cantonnements pour le gobe-mouche accoyer, et derrière, pareil, de la même manière, donc l'animation suivante, vous avez les suivis qui sont en place, donc suivi de l'avifaune forestière, suivi des insectes saproxyliques pour mesurer le nombre d'espèces indicatrices et l'indice de sténoïcie de rareté, et puis le suivi de la fonge. On peut passer à la dia suivante. Donc, juste un petit point d'alerte sur les suivis scientifiques. Donc, je vous rappelle, parce que c'est important de le rappeler, qu'ils sont mis en place bien avant toute action de terrain. Donc, on est vraiment dans la partie haute du tableau. On n'a pas touché encore aux aspects opérations de terrain qui se feront dans le cadre qu'on a fixé dans la partie haute. Et puis, deuxième animation, ils doivent être sanctuarisés, c'est-à-dire qu'il faut y dédier des moyens humains, des moyens techniques et des moyens financiers, parce qu'au pire, même s'il n'y avait pas d'action de terrain, ça serait à minima ce qu'il faudrait faire, c'est suivre l'évolution du milieu. Voilà, alors on peut, effectivement, les suivis scientifiques, alors soit vous les appliquez déjà sur le terrain et ils peuvent renseigner les indicateurs d'état. Donc là, c'est parfait. Il suffit de les mettre dans la bonne case et d'appliquer ces suivis et de renseigner régulièrement les indicateurs d'état. Soit la deuxième solution, c'est que ces suivis existent, mais ils ne sont pas tout à fait adaptés pour renseigner les indicateurs d'état parce qu'ils ont été mis en place en dehors d'application de cette nouvelle méthode et donc ils n'ont pas été forcément mis en place pour renseigner les indicateurs, donc il va falloir travailler un peu dessus, les reprendre. Et la dernière solution, effectivement, c'est que ces suivis n'existent pas et dans ce cas, il va falloir mettre en place le suivi qui permettra de renseigner un indicateur particulier. Voilà, la suivante. Donc, la dernière étape, c'est de partager les résultats de votre gestion. Alors, le rapportage, en fait, ça permet d'expliquer comment va la réserve et puis de se poser la question de savoir si la gestion que je mets en place donne bien les résultats que j'attendais. Alors, pour cela, les métriques que l'on a vues tout à l'heure, donc je les ai repris ici pour l'exemple du système tourbeux. Donc, on retrouve la profondeur de la nappe phréatique dans la première colonne, l'indice CIRF qui donne des indications sur l'amplitude et la durée des battements de nappe, l'indice floristique qui donne des informations sur la trophie des sols et la croissance de l'épaisseur de la tourbe qui mesure la turfigénèse. Alors, ces grilles de lecture des métriques des indicateurs d'état sont à compléter pendant l'application du plan de gestion. On complète ce qu'on peut au moment de la rédaction, mais la plupart du temps, comme on rentre dans une nouvelle façon de faire, on n'a pas tous les éléments, mais ce n'est pas grave, ça n'empêche pas d'appliquer le plan de gestion. Ces grilles sont pas forcément simples à remplir. On a besoin effectivement de s'adosser sur des connaissances scientifiques, des experts, d'autres réserves qui ont le même type de milieu, etc. Et on essaye de remplir au mieux. Et ce remplissage peut se faire pendant la durée du plan de gestion. L'importance pour vous, c'est de relever les données par vos suivis scientifiques et l'interprétation par ce tableau peut se faire régulièrement en fonction de l'avancée du remplissage des cases.
voyez par exemple ici, pour la grande pile, il y a une seule case qui est remplie pour le très bon score, c'est qu'en fait, voilà, il faudrait que ce soit un engorgement permanent. L'indice CIRF, on a 100% des espèces attendues au rendez-vous, donc ça serait la meilleure des solutions. Entre-temps, il faudra remplir effectivement les autres cases. Pour l'indice floristique, on a rempli la case indice 2011 mais avec un point d'interrogation pour savoir effectivement si l'indice 2011 est un bon score ou pas, ou finalement est-ce que ça serait plutôt qu'un score moyen ou un très bon score. Donc c'est des choses qu'il faut encore réfléchir. Et puis pour la croissance de la tourbe, la turfigénèse, bon, pour l'instant c'est très général, c'est que très mauvais score, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de croissance ou même une diminution de la croissance. Score moyen, ce serait l'état qui serait maintenu, et puis très bon score, on a une croissance. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que chaque indicateur fonctionne à son propre rythme. Il est évident que la turfigénèse, ça n'a aucun sens de la mesurer tous les ans. C'est quelque chose qu'on peut faire avec des pas de temps beaucoup plus longs. L'engorgement permanent, par contre, on peut effectivement le mesurer tous les ans. Donc, il faut bien savoir que on va pas forcément répondre à tous les indicateurs tous les ans. Donc, la dia suivante, voilà ce que peut donner effectivement l'interprétation des notes, donc qui correspondent à chaque fois à un bon score ou un score moyen. L'avantage de ce diagramme radar, c'est que ça vous permet d'avoir une vue un peu synthétique des différentes métriques que vous mesurez. Donc ici, on a repris profondeur de la nappe, les CIRF, l'indice floristique et la croissance de la tourbe. Bon, j'en ai rajouté quelques autres ici, mais que j'ai pas nommé. Mais ça vous permet d'avoir une image. Donc, vous pouvez le faire à un état zéro avec ce que vous pouvez. Donc, vous voyez, par exemple, ici, j'ai pas rempli la croissance de l'épaisseur de la tourbe parce qu'on peut imaginer que cette donnée, vous l'avez pas forcément. Donc, c'est pas gênant. On fermera le diagramme quand la donnée sera disponible. Voilà, donc ça vous donne un aperçu et puis ça vous donne aussi une information par type de métrique que vous suivez. Donc ici, je vous ai mis par exemple une métrique qui est très basse, qui a une note de 2, donc le score n'est pas bon. Et donc, c'est une opération, une métrique sur laquelle vous allez pouvoir mettre un certain nombre d'opérations supplémentaires, puisque visiblement, les opérations que vous avez mis en place, comme on reste sur un score de 2, ne sont peut-être pas suffisantes ou ce ne sont pas les bonnes. Enfin bon, ça vous permet effectivement vraiment par métrique de réfléchir aux actions de terrain que vous avez mis en place. Alors voilà ce que nous, on propose au niveau de la représentation. Il y a d'autres représentations, comme par exemple les sites marins, mais c'était des opérations pilotes qui avaient bénéficié de fonds beaucoup plus importants. Donc là, vous voyez que le système est le même. On est parti sur le tableau d'arborescence avec une grille de lecture. Et ce qui est fourni, c'est un bloc diagramme, donc ce qu'on appelle un tableau de bord illustré, qui montre le milieu et puis les indicateurs par couleur. Donc, c'est très visuel, c'est très parlant et ça permet rapidement de montrer ce qui va et ce qui va moins bien. Voilà, donc c'était ma dernière diapo. Les suivis scientifiques, donc vous voyez, qui permettent de rassembler des données. Donc la plupart du temps, c'est en cela qu'ils étaient utilisés dans les réserves. C'était surtout pour améliorer les connaissances. Mais vous voyez que dans la nouvelle méthode, on leur a donné une place. Ils peuvent vraiment être valorisés pour que vous puissiez montrer que votre gestion est efficace sur le patrimoine en protection qu'on vous a confié. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Anne. Donc, gardez bien vos questions en tête ou sinon, vous pouvez, donc, comme on l'a dit, les noter dans le chat en cliquant sur l'icône discussion. Je propose à Thibaut Couturier de lancer sa présentation. On va espérer que là, ça passe un peu mieux sur le diaporama. Sinon, on fera pareil, on prendra la main. Ça a l'air de marcher. C'est bon?
Alors, Niveau c'est pas visuel, ça encore va? c'est parfait, c'est parfait. Parfait. C'est passé en Niveau du grand son aussi, c'est bon? Tout le monde entend bien? on entend bien. Parfait, super. Ok, je vais réduire la fenêtre. Donc, merci de m'avoir proposé de faire cette présentation. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'appui méthodologique pour l'élaboration d'opérations scientifiques dans les espaces protégés. Donc, moi, je travaille au Centre d'écologie fonctionnelle évolutive à Montpellier, donc un laboratoire de recherche en tant qu'ingénieur. Et donc, c'est ça, je vais vous parler vraiment d'une mission d'accompagnement qu'on a mis en place depuis 2018 à destination des aires protégées. Voilà, j'ai fait une petite diapo introductive. Donc, c'est une coopération qui a été lancée, oui, donc je disais à l'instant en 2018, à destination à ce moment-là exclusivement des parcs nationaux. Et donc, à l'origine, c'est Adrien Jaillot. Donc, à l'époque, il travaillait à l'Agence française pour la biodiversité. Historiquement, il travaillait pour Parcs nationaux de France, d'où le fait que l'initiative a été lancée d'abord avec les parcs nationaux. Et Aurélien Bénard du CEF, avec qui je travaille, qui est dans mon équipe. Voilà, et à partir de 2020, pardon, donc cette coopération s'est étendue à l'ensemble des aires protégées. Et donc, pour cela, on avait lancé un appel à manifestation d'intérêt pour recueillir les besoins de certains gestionnaires et travailler sur certains de leurs sujets. Donc, deux grands objectifs, on va dire, à cette coopération, c'est de concevoir et de mettre en place des opérations scientifiques, donc des protocoles, majoritairement des protocoles de suivi d'espèces, donc que ce soit faune ou flore. Et deuxième objectif, donc de capitaliser l'ensemble des travaux réalisés et aussi les diffuser à l'ensemble des gestionnaires d'espaces naturels pour alimenter, nourrir aussi d'autres initiatives sur d'autres espaces protégés. Alors, quand je parle d'opérations scientifiques, donc Anne a parlé effectivement de suivi, de programme suivi scientifique. Donc voilà, nous, quand on parle d'opérations scientifiques, on parle vraiment de protocole, mais vraiment dans la globalité, pas uniquement l'aspect collecte de données sur le terrain. Donc ici, je vous ai représenté une frise avec différentes étapes. Donc, on investit pas mal de temps au départ avec les gestionnaires d'espaces protégés pour clarifier la question. Ça, c'est un point assez important. En fait, il ne faut vraiment pas négliger ce temps dédié à la clarification. Pour ça, il y a vraiment un temps d'échange à prévoir. Et aussi, tout ce qui va être travail de recherche bibliographique, etc., pour essayer d'affiner la question au départ. En lien avec cette question, bien évidemment, va être associée une méthode, en fait, d'étude du processus à mettre en place sur le territoire concerné. Une stratégie d'échantillonnage qui va découler de cette méthode, donc à la fois au niveau spatial et au niveau temporel. Le processus, bien évidemment, de collecte de données sur le terrain, d'analyse des données collectées, et in fine, la rédaction d'un document cadre qui va aussi permettre de rappeler et d'argumenter toutes ces différentes étapes qui ont été mises en place. Voilà, donc ça, c'est un travail qui n'est pas réalisé, on va dire, de manière unilatérale. L'idée, c'est vraiment d'associer différents acteurs, différents collaborateurs tout au long de ce processus. Donc, par une phase initiale, souvent de réunion avec souvent les responsables scientifiques, les chargés de mission concernés dans les espaces protégés. Tout un travail aussi d'expertise, en fait, d'associer les experts, en fait, notamment des taxons les moins connus. Voilà, donc les experts qui vont connaître la biologie, l'écologie des espèces, etc. C'est très important aussi de les associer tout au long du processus. Et bien évidemment, sur la phase de collecte de données sur le terrain, donc il est important que les personnes concernées soient présentes. Et là, en l'occurrence, il s'agissait des agents des parcs nationaux, donc qu'ils soient eux aussi associés à cette démarche. Donc voilà, il y a beaucoup d'allers-retours qui sont réalisés pour mener à bien, on va dire, chacun des protocoles en fait, qu'on souhaite mettre en place. Là, j'ai fait figurer cette frise de manière vraiment linéaire, mais en fait, voilà, on fait souvent en machine arrière. À partir du moment où on se rend compte que, par exemple, à l'issue de l'analyse des données, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne conviennent pas, on revient sur la redéfinition du processus de collecte de données, voire on peut revenir carrément sur la méthode qu'on avait proposée au départ.
Donc voilà, je l'ai représenté de manière linéaire, mais il faut savoir que ce n'est pas toujours le cas. C'est même rarement le cas. Alors, cette initiative, donc, on l'a lancée avec les parcs nationaux en 2018. Donc, actuellement, je travaille sur 16 sujets, donc, certains qui sont déjà clôturés donc, et d'autres qui sont encore en cours. Globalement, les sujets sur lesquels on travaille, donc ces opérations scientifiques, apportent sur on va dire, les grands enjeux qu'on peut retrouver dans les espaces protégés, en lien notamment avec les pratiques agricoles, que ce soit l'intensification des pratiques ou encore la déprise agricole, les perturbations telles que les incendies forestiers, la pollution, des travaux aussi autour de la restauration écologique ou la veille sur des espèces à fort enjeu de conservation. Et enfin, les effets du réchauffement climatique, et notamment avec les parcs nationaux alpins. Alors, ce que je vous propose dans la suite de l'exposé, c'est de vraiment focaliser, rentrer un cran supplémentaire dans le détail de comment on met en place cette démarche, en m'appuyant sur un exemple illustratif en fait de ce qu'on met en place et qui portait notamment sur les suivis des communautés d'orthoptères en lien avec le réchauffement climatique. Alors, ce projet, donc, il a été proposé par le Parc national des Écrins et le Parc national du Mercantour. Il s'inscrit dans un contexte d'un financement européen, enfin deux financements, donc l'Alpa Chantinel et un Alcotra Climat. Le choix de travailler sur les orthoptères vient du fait qu'on a, voilà, au sein des communautés d'orthoptères, des espèces qui sont thermophiles, d'autres plutôt cryophiles. Donc voilà, il était intéressant de pouvoir comparer les trajectoires de ces différentes espèces selon le réchauffement climatique. Les espèces, on trouve, la majorité des espèces sont globalement assez sédentaires, mais qui peuvent néanmoins présenter des capacités de déplacement variables. Donc ça fait aussi intéressant à long terme de voir comment se comportent ces différentes espèces en fonction de leur capacité de déplacement. Et aussi, c'est des espèces, un taxon qui est globalement facile, j'ai mis entre guillemets échantillonné de manière relative. Voilà. Et l'autre argument qui a poussé à travailler sur ce groupe d'espèces tenait au fait qu'au sein de ces deux parcs nationaux, ils disposaient de données historiques qui avaient été collectées dans les années 80 et donc qui pouvaient permettre de faire un premier constat de potentiellement changement de communauté d'espèces sur un pas de temps d'une trentaine d'années. Alors, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, le gros du travail au départ pour moi, c'est de travailler vraiment sur les questions au départ, en fait, de clarifier les questions. Et donc, l'objectif a été bien évidemment d'essayer de faire converger ces questions en interparcs, donc les deux parcs nationaux alpins. Donc, pour ça, on a mis en place des groupes de travail composés des chargés de mission dans les deux parcs nationaux, mais aussi d'un expert. Donc, ici, en l'occurrence, il s'agit de Johan Bro, qui est un expert des orthoptères et qui a lui-même, après, effectué le travail de collecte de données sur le terrain. Donc, autant sur les sujets, ce travail est assez long, donc, puisqu'il y a pas mal d'objectifs potentiels, de questions posées, donc il y a tout un travail de hiérarchisation. Là, sur ce sujet, on est assez vite tombé d'accord sur deux grands objectifs. Donc, mesurer des changements de distribution des communautés d'orthoptères au cours des dernières décennies, donc vraiment regarder ce qui s'est passé par rapport à la situation passée, et ensuite tourner vers l'avenir pour pouvoir mettre en place un état zéro pour mesurer à long terme les changements de communauté en lien toujours avec cette thématique du réchauffement climatique. Alors, une fois qu'on a clarifié la question, vient la méthode, en fait. Donc, on a historiquement, donc la personne qui avait conduit ces relevés d'orthoptères travaillait en abondance avec un biocénomètre. Là, je vous ai remis le type d'outil utilisé. Donc, en gros, un carré d'1 mètre carré, en fait, qui est posé de manière aléatoire et sur lequel, après, l'observateur va tenter de compter l'ensemble des individus présents dans le biocénomètre. Donc, c'est quand même une méthode qui est assez coûteuse. Donc, il faut emmener le biocénomètre dans des terrains assez pentus, etc. Donc, c'est quand même une opération qui est potentiellement assez lourde. À savoir, donc, ils travaillaient sur des stations qui ont été réparties sur des transects latitudinaux, donc ce qui permettait quand même d'optimiser, on va dire, les déplacements. Donc, en général, d'emprunter les sentiers pour se rendre sur ces différentes stations.
Et nous, ce qu'on a proposé en 2018, c'est, donc pour plusieurs raisons, on a renoncé à travailler sur vraiment l'abondance, en fait, à partir de ces biocénomètres, donc déjà pour des raisons pratiques que je vous ai évoquées à l'instant, mais aussi, on a estimé en fait qu'il serait peut-être plus pertinent de travailler quand on travaille sur les distributions, de travailler en présence-absence au sein des différentes stations, donc de mettre en place une opération plus légère que collecter de l'abondance pour mesurer ces effets du réchauffement climatique sur les changements de distribution. Donc vraiment, là, bon, ça reprend un peu ce que je vous évoquais dans les questions au départ. Donc, la méthode vraiment été ciblée sur la distribution et non pas sur l'abondance. Donc pour ça, on a mis en place, on est reparti des stations historiques et on a mis en place 5 points de relevé, ce qu'on va appeler des réplicas spatiaux, qui vont avoir une utilité d'un point de vue statistique. Je vous l'expliquerai juste après dans l'exposé. Donc voilà comment est représentée une station. Donc vous avez 5 points de relevé distants de 30 mètres en fait, répartis comme ça de manière systématique sur chacune des stations. L'échantillonnage spatial, donc on repartait des stations historiques, donc là il n'y avait pas vraiment de stratégie d'échantillonnage à proprement parler, si ce n'est qu'on essayait en fait comme on ne pouvait pas refaire l'intégralité des stations historiques, on a essayé de répartir les différentes stations selon le gradient altitudinal, donc qui est représenté en haut à droite. Désolé, c'est en tout petit, mais bon, peu importe. Vous avez le gradient altitudinal de gauche à droite et puis le nombre de stations en ordonnée. Et en bas, vous avez l'exposition, l'orientation des différentes stations. Donc, l'idée, en fait, était vraiment de balancer cet échantillonnage entre le gradient altitudinal et les différentes stations au mieux, en fait, fonction des contraintes inhérentes aussi au massif au parc du Mercantour. Et en 2019, on a essayé de rajouter des nouvelles stations. Elles figurent en bleu, en fait, sur la carto, pour essayer de encore mieux avoir encore une meilleure gradation, en fait, de ces différents gradients. La phase de collecte de données sur le terrain, donc on a mis en place, réfléchi à cette technique avec Johan Bro. Elle est composée de trois étapes successives, en fait, un point d'écoute qui dure 1 minute, une recherche visuelle qui dure 6 minutes et une fauche qui dure 2 fois 45 secondes. Ah oui, ce que je ne veux pas préciser, c'est qu'en fait, chacun des réplicas, des 5 réplicas, il s'agit en fait d'un plot, en fait, d'une surface de 30 mètres carrés circulaire qui est matérialisée par une corne. Donc voilà, Johan effectuait ses relevés, en fait, ces 3 étapes au sein de ces 30 mètres carrés, à laquelle on ajoutait aussi une phase de relevé de micro-habitat, de notation, etc. Tout ça pour dire en fait que l'échantillonnage durait une quinzaine de minutes pour chacun des réplicas, fois 5 réplicas par station, comme j'évoquais tout à l'heure. Et donc, on aboutissait comme ça à 1h, 1h30 de relevés effectués sur chacune des stations. Donc, un dispositif, entre guillemets, relativement léger, en fait, et ce qui nous permettait justement de favoriser le nombre de stations suivies. Si on avait investi autant d'énergie avec un biocénomètre, enfin, il aurait fallu quand même bien plus de temps consacré sur le terrain qui serait fait potentiellement au détriment du nombre de stations suivies. Donc voilà, c'est vraiment le parti pris qu'on a eu au départ, de travailler sur des dispositifs vraiment légers. Résultat, donc ici, donc, je vous ai un petit panel en fait des habitats que Johan a échantillonnés, donc des pelouses alpines. Donc selon les dires de Johan, en fait, le protocole sur le terrain, pour lui, il était efficace. Il répondait assez bien aux questions posées, aux objectifs qu'on s'était fixés au départ, relativement simple à mettre en place et complet. Voilà, le petit bémol qu'on peut souligner, c'est que voilà, c'est un protocole quand même qui nécessite un niveau d'expérience, d'expertise en détermination d'orthoptère qui est assez important en termes d'identification. Donc voilà, c'est un protocole qui est certes bien adapté dès lors qu'on a des orthoptérologues qualifiés. Par contre, effectivement, ça nécessite un temps au préalable d'être bien formé à l'identification. Les résultats bruts, voilà, donc Johan a pu ainsi échantillonner 890 relevés, répertorier 63 espèces parmi les 108 recensées à l'échelle du parc national du Mercantour.
À l'échelle stationnelle, on avait en moyenne 12 espèces détectées, avec une variation entre 2 et 23 espèces. Et au total, il a collecté ainsi près de 6000 données sur la saison de terrain qui a duré à peu près 2 mois en 2018. À moins que les données, là ça englobe aussi 2019, non, je pense que c'est juste 2018. Donc, jeu de données assez conséquent, donc après, donc l'étape suivante, évidemment, il s'agissait d'analyser et traiter l'ensemble de ces données. Donc, pour ça, on a fait appel à un stagiaire, donc Bastien Mourgard, de l'Université de Pau, qui donc a travaillé sur l'analyse de données. Donc, j'ai mis une photo de lui sur le terrain, mais bon, il faut savoir que malheureusement, malheureusement, le stage visait vraiment à analyser les données, donc il a fait à peu près 2 sorties de terrain, sur le terrain pendant son stage, mais guère plus. Donc c'était uniquement un travail en laboratoire. Je ne vais pas rentrer dans les détails en termes d'analyse de données, c'est pas le but ici, mais juste vous indiquer en fait qu'on a utilisé pour traiter ces données des modèles assez peu utilisés jusqu'à présent en entomofaune. Il s'agit des modèles en site occupancy multi-espèces, en gros des modèles qui permettent de corriger les problèmes de détection. Donc, ils nous permettent notamment de voir si on a potentiellement raté des espèces données sur certaines stations. Et donc, et comme ça, pouvoir estimer si on a été assez exhaustif ou non dans les inventaires sur les différentes stations. Je ne vais pas vous expliquer davantage ce schéma. Alors, 3 grands objectifs à ce travail de modélisation. Donc, combien de relevés réalisés par station? En fait, la question posée par le gestionnaire, en fait, est-ce qu'on a été efficace en fait en réalisant 5 réplicas par station? Est-ce qu'on peut optimiser, c'est-à-dire faire moins de relevés? Pour ça, on a utilisé plusieurs indicateurs, donc la proportion de richesse observée par station, mais aussi regarder un peu espèce par espèce si la probabilité de détection augmente fonction du nombre de relevés. Une autre question, en fait, pour les relevés sur le terrain, c'était de savoir si les 3 techniques, la phase d'écoute, d'observation visuelle et de relevé avec un filet fauchoir est nécessaire. Et de voir notamment si, en retirant une des techniques, on réussit quand même à capter l'ensemble des espèces présentes sur les stations. Et in fine, bien entendu, notre objectif était de bien étudier l'effet de la distribution altitudinale sur les différentes espèces d'orthoptères, donc sur leur probabilité d'occupation. Je ne vais pas non plus rentrer trop dans les détails sur les aspects résultats, mais juste pour vous montrer que ce premier graphe, en fait, quand je vous parlais de richesse spécifique, ici, là, vous avez la proportion de richesse observée pour les différentes stations, fonction du nombre de relevés. Donc, en abscisse, vous avez les relevés, donc 3 relevés par station, 4 ou 5. Et on voit, en fait, que dès lors qu'on réalise 5 relevés, on avait 93% qui dépassaient un seuil de 0,8. C'est un seuil qui est classiquement retenu dans la littérature, ça veut dire qu'on a détecté en gros 80% de la communauté des espèces présentes. Voilà, et si on diminue le nombre de relevés, qu'on part vers la gauche, cette proportion bien évidemment diminue. Donc avec 4 relevés, on n'avait que 83% des stations qui dépassaient ce seuil. Et si on n'effectue que 3 relevés, il n'y avait que 50% des stations qui dépassaient ce seuil. Voilà, donc ça, c'est juste vous illustrer l'intérêt en fait de ces études avec ces réplicas spatiaux, c'est qu'après, on peut essayer de voir en réduisant le jeu de données si on peut toujours capter ou non l'intégralité, toute ou partie en fait, de la communauté d'espèces d'orthoptères. L'autre approche, c'est examiner comment espèce par espèce, comment la probabilité de les détecter augmente avec le nombre de relevés. Donc ici, vous avez en haut les espèces très fortement détectables. Donc avec un seul passage, on est quasiment à 100% de probabilité de détection. 2 passages, on est à 100% de détection, versus des espèces en bas. Ah si, je vais utiliser la souris, je ne sais pas si vous le voyez, mais en bas, vous avez des espèces en fait, qui ont une très faible probabilité de détection et qui, même après 5 relevés, on voit que la probabilité de détection reste très faible. Donc, c'est une autre manière en fait, d'examiner ces données obtenues. La question que je vous évoquais en introduction, c'était de travailler en fait, sur les techniques de détection. Et donc là, il a pu regarder les différentes techniques, et donc la vue, l'ouïe au milieu et la fauche à droite, et voir en fait comment les espèces se situent en fait selon ces différentes techniques de détection.
Et donc, il a pu mettre en évidence que l'approche visuelle, à gauche, on a la probabilité de détection maximum en fait, pour la majorité des espèces, sauf quelques espèces qui sont davantage détectables à l'ouïe et à la fauche. Donc, vous avez les illustrations en bas. Donc, le Canthus pellucins, qui est bien mieux détectable à la fauche, qui est une petite espèce en fait, qui est quasiment invisible à l'œil nu. Et vous avez un grillon à droite qui, effectivement, est plus facilement détectable à l'ouïe qu'à la vue. Et donc, voilà, l'analyse de ces données a permis aussi de réorienter le protocole. Et donc, à l'issue de ces résultats, on a pu recommander aux gestionnaires, au Parc national du Mercantour, de ne pas réaliser la fauche d'abandonner cette étape de fauche, toujours dans un souci aussi d'optimiser le temps passé sur le terrain. Voilà, grâce au travail d'analyse, on a pu mettre ça en évidence et donc aboutir à cette recommandation. En termes d'occupation, donc on a pu aussi mettre en évidence les effets du gradient altitudinal sur la probabilité d'occupation des différentes espèces. Donc vous avez ici à gauche, par exemple, l'illustration d'une espèce alticole, dont la probabilité d'occupation va augmenter grandement à partir de 2000 mètres d'altitude. Au milieu, vous avez une espèce plutôt généraliste, donc qui va avoir un gradient d'occupation qui est situé, lui, entre 1000 et 2000 mètres d'altitude. Et à l'inverse, une espèce plutôt à tendance thermophile, donc plutôt méditerranéenne, qui va avoir une probabilité de détection qui va diminuer en fonction de l'altitude. Donc là aussi, ce protocole a vraiment permis de répondre à ces questions posées au départ par le gestionnaire et qui sont assez encourageantes après pour mesurer les effets du réchauffement climatique. On va pouvoir voir, en fait, en fonction de ces différentes catégories d'espèces, comment leur distribution, leur probabilité d'occupation évolue avec le temps. Les résultats avaient montré aussi qu'il y avait un décalage altitudinal en fonction de l'exposition. Je ne vais pas rentrer non plus dans les détails. Alors, comme je vous l'ai évoqué au début, l'issue de ce travail sur les différents sujets, donc on établit, j'avais appelé ça tout à l'heure un document cadre, mais en gros, je l'intitule ici un rapport méthodologique en fait, où on fait un état de toutes ces différentes étapes qu'on a conçues dès l'élaboration du protocole. Donc, un rapport en général qui est argumenté, donc qui fait en général une quarantaine de pages avec les scripts d'analyse qui sont fournis, le rappel aussi des différents choix qui ont été réalisés au départ, etc. Voilà, donc ça, c'est vraiment le souhait qu'on a, c'est de le réaliser pour chacun des sujets fournis. Donc, ce rapport, il a été publié en septembre 2020, donc il est accessible à tous. D'autres intérêts aussi, donc ce type de rapport, donc il a vraiment vocation aussi à servir de vitrine auprès des gestionnaires et qui puissent aussi s'en inspirer pour n'importe quel suivi qu'ils souhaitent entreprendre. Aussi, donc ce sujet en particulier a permis aussi de faire à déboucher sur d'autres valorisations, y compris scientifiques, donc avec un article qui a pu être publié, un article vraiment méthodologique. Comme je vous l'ai évoqué au départ, c'est des méthodes qui sont assez peu utilisées encore chez les insectes, donc on a pu vraiment montrer l'intérêt en fait, de ce type de modèle chez les insectes avec ce cas d'étude en particulier. Et donc, 2 autres articles scientifiques qui sont en cours sur le sujet. Et donc, on essaye aussi de valoriser les résultats là, en mettant en ligne les résultats qui soient à destination de tous les naturalistes qui sont intéressés, en produisant notamment les cartes de distribution des espèces, mais aussi les résultats issus des modèles pour voir en fait comment, espèce par espèce, comment leur probabilité d'occupation fonction du gradient altitudinal et aussi fonction des différentes techniques de détection. Donc voilà, c'est des éléments qui, à notre sens, peuvent être intéressés n'importe quel expert naturaliste. Donc, on souhaite aussi qu'ils soient facilement accessibles en ligne. Donc voilà, j'ai terminé sur cet exemple spécifique. Là, je vais essayer de vous faire un petit bilan en fait de la coopération et essayer de dégager un peu quelques grands principes qui puissent aussi peut-être vous être utiles dès lors que vous allez mettre en place des suivis d'espèces sur le long terme. Une règle assez générale, mais néanmoins assez importante, qu'il est important de rappeler, c'est qu'un protocole doit répondre à une question.
Et voilà, l'expérience montre en fait qu'au départ, les questions, il y en a une multitude, on peut en décliner une multitude au départ, et donc il est bien important de les hiérarchiser au départ. Donc, et surtout les hiérarchiser en fonction du budget dont on dispose. Là, l'étude sur les orthoptères le montre bien, vous avez vu la quantité de données qui a pu être collectée. Voilà, on a vraiment ciblé, orienté le protocole sur une question, et il est important après de mettre le paquet sur cette question, et donc il est important aussi d'être assez vigilant au budget dont on dispose au départ. Dès lors qu'on travaille sur des changements de distribution, donc là c'est particulièrement le cas avec les parcs nationaux, mais je pense aussi c'est peut-être moins vrai peut-être dès lors que vous travaillez sur des territoires plus petits, vous êtes peut-être moins intéressé pour travailler sur des changements de distribution, mais voilà, l'un des grands enseignements, c'est qu'on doit travailler sur des dispositifs légers qui puissent être déployés à de larges échelles spatiales, plutôt que de travailler en abondance. Bien anticiper sur les changements à venir en termes de moyens humains, d'innovation technique. Donc là, le protocole que je vous ai présenté, donc là, on travaille effectivement sur des relevés comme ça, visuels, auditifs, etc. Mais bien anticiper sur le fait qu'à un moment donné, peut-être qu'on va déployer des dispositifs d'enregistrement acoustique, par exemple. Donc, à savoir que les protocoles, ils peuvent être évolutifs. Donc, le rapport qu'on a produit, effectivement, j'ai indiqué que c'était la version numéro 1, mais peut-être que dans 5 ans, on fera évoluer le protocole, soit parce qu'on a répondu à la question, soit parce qu'effectivement, il y a d'autres technicités qui vont être déployées dans le futur. Donc, il est important, voilà, en tout cas, de les anticiper. Et y compris sur les moyens humains, je l'ai précisé ici, mais voilà, bien avoir conscience que les moyens humains, garantir qu'ils soient disponibles aussi sur la durée. Ce qu'on encourage très fortement, en fait, c'est de mettre en place ce qu'on appelle une étude pilote, en fait, une première année, de collecter un premier jeu de données, de l'analyser, et grâce à cela, c'est comme ça qu'on peut aussi travailler sur des aspects vraiment optimisation. Je vous en ai fait l'illustration là à partir des résultats qu'avait produit Bastien, qui ont pu amener à des recommandations, ben voilà, retirer la fauche, par exemple, du protocole de collecte de données, etc. Donc, dès lors que c'est possible, encourager des études pilotes une première année qui permettront derrière de potentiellement faire aussi des économies en termes de budget à l'avenir. Et le point peut-être essentiel aussi, c'est de prendre le temps pour poser la démarche. Et voilà, je suis bien placé pour dire que cette démarche prend du temps. Donc, moi, je consacre à peu près 2 à 3 mois par protocole. Donc, juste le temps que j'y consacre moi, sans compter le temps, effectivement, avec tous les mis en place par tous les partenaires, y compris sur les aspects collecte de données, etc. Donc, dès lors qu'on veut faire un travail rigoureux et mettre en place des suivis qui soient robustes, et voilà, il est important vraiment d'y consacrer pas mal de temps. Alors, un petit peu de pub aussi sur voilà, toute cette coopération. Vous pouvez trouver plus d'informations sur le portail web technique de l'OFB, en fait, où on présente cette démarche et les différents sujets qui sont en cours. Et vous pouvez retrouver aussi les différents rapports dès lors qu'ils sont publiés. Et c'est ma dernière diapo pour vous indiquer aussi que voilà, cette coopération, comme j'évoquais au départ, elle a été étendue en 2020 auprès d'autres gestionnaires d'espaces protégés. Donc, je vous ai mis ici les logos des différentes structures qui sont impliquées. Donc voilà, on avait lancé un appel à manifestation d'intérêt fin 2019 pour lancer ces nouveaux sujets, à savoir voilà, que c'est une opération qui normalement qui se termine en 2021, mais qui devrait potentiellement être perdurée ensuite au-delà de 2021. Donc peut-être que d'autres appels à manifestation d'intérêt seront lancés d'ici là. Voilà, c'était tout. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Thibaut. Alors, on a déjà quelques petites questions qui nous sont arrivées aux commentaires. On nous demandait où on peut récupérer le rapport, donc sur le portail, comme tu l'as répondu. Oui, exactement. On pourra peut-être on peut peut-être mettre directement le lien dans le chat, comme ça, si les gens veulent y accéder ou le copier. Je fais ça tout de suite.
Il y avait une remarque aussi de Patrick Giraudoux. Est-ce que peut-être vous voulez préciser vos propos à l'oral? Oui et non, c'était simplement une remarque pour renchérir sur ce que présentait Thibault. Hein. Une des difficultés moi, que j'ai déjà rencontrées, c'était souvent de planifier d'avoir une prise de données sur du long terme, par exemple une fois tous les 5 ans, par exemple, sans connaître ce qui se passait sur le court terme. C'est-à-dire à chaque année, si on part dans ce genre d'opération sans avoir pris ces précautions, donc il faut un outil de pilote pour le faire, on risque d'interpréter comme des tendances à long terme, ce qui sont en fait des fluctuations aléatoires ou non sur le court terme. Donc c'est vraiment important d'avoir en tête ces emboîtements d'échelle temporelle pour ne pas tout confondre. C'est-à-dire que finalement, si on a, bon, je travaille sur les rongeurs, on a des cycles de rongeurs, sur 5 ou 6 ans, on peut avoir des pics et des creux. Si on veut suivre les populations, ou si on veut suivre en tout cas le devenir de l'espèce, on est bien obligé d'avoir un cycle complet. Et donc, la prise en compte de l'échelle temporelle est importante. Je pense que pour les insectes, les effets démographiques de ce type-là existent aussi. Donc, l'interprétation de variations nécessite de connaître toutes les échelles. Peut-être Thibault veut commenter là-dessus. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, moi, je suggérerais de mettre en place une étude pilote une première année, souvent parce que les budgets sont contraints. Donc, mais effectivement, il faut être extrêmement prudent si on tombe sur une année exceptionnelle, et notamment pour les espèces qui ont des fluctuations fortes, interannuelles fortes, il faut être hyper vigilant. Et peut-être que sur les rongeurs, mettre en place une étude pilote une seule année, bon, c'est effectivement se confronter à de gros risques en fait de tomber entre guillemets la mauvaise année. Donc oui, l'étude pilote, idéalement, il faudrait qu'elle soit conduite sur plusieurs années successives. Ouais. En fait, du point de vue logistique, ce qu'il faudrait pouvoir faire, c'est avoir, dans un premier temps, une étude à grain fin, au moins au grain temporel, mais c'est vrai aussi pour le spatial. Le temporel et le spatial ne sont pas si différents. Hein, pour pouvoir savoir de combien on peut réduire l'effort d'échantillonnage tout en répondant à la question qui était posée. C'était bien dit par Thibault aussi à un moment donné, quand il montrait avec des courbes de raréfaction le nombre d'échantillons qu'il fallait avoir pour espérer 80% des espèces. C'est un peu du même ordre. À un moment donné, il faut bien faire un suréchantillonnage pour savoir de combien on peut réduire après. Donc il y a un coût initial en fin de compte qui est élevé pour pouvoir être allégé ensuite. Et on ne peut pas faire l'inverse. Merci pour ce commentaire. Ouais. Je suis d'accord. Alors, deux remarques et questions qui se complètent plutôt à Anne cette fois-ci. La question, c'était justement comment peut-on adapter la méthodologie d'élaboration des plans de gestion, notamment sur son volet suivi, évaluation, sur des sites qui ne disposent pas forcément d'autant de moyens que les réserves naturelles. Est-ce qu'il y a des adaptations à mettre en place? Et en lien peut-être, Claire Thiallier qui nous mentionne que justement il y a la préparation d'une adaptation qui est prévue pour les DOCOP Natura 2000. Oui, pardon, il fallait que… C'est savoir comment on peut envisager une adaptation de cette méthode d'élaboration des plans de gestion sur le volet, notamment suivi et évaluation, à d'autres sites autres que les réserves qui disposent parfois de moins de moyens financiers. Alors, moi, je peux répondre sur le début de la question. La méthode, en fait, elle est composée d'un socle commun qui est vraiment pour l'ensemble des espaces naturels protégés. Et il y a des possibilités d'aller plus loin en fonction du statut. Donc pour les réserves naturelles, effectivement, il y a tout un volet où effectivement il faut aller beaucoup plus loin dans les suivis. On peut aussi aller plus loin en fonction d'une thématique que l'on choisit d'étudier, changement climatique ou ancrage territorial. Mais la base, en fait, le socle commun, c'est une démarche
C'est ça qui est important, c'est de comprendre que on a un cadre que l'on se fixe qui correspond à la stratégie à long terme et un cadre pour la partie gestion de terrain. Et la partie stratégie opérationnelle, stratégie sur le long terme est beaucoup plus poussée quand on est dans une réserve naturelle que quand on est dans un autre espace. Donc, cette méthode, elle est utilisée pour d'autres structures, d'autres statuts, les ENS par exemple, et les ENS vont beaucoup moins loin parce qu'il y a beaucoup moins de moyens dans les ENS que dans d'autres statuts, et il y a peut-être 1 ou 2 indicateurs d'état. Donc, en fait, on limite sur la quantité d'indicateurs d'état, donc les suivis scientifiques qui vont être accrochés derrière, pour adapter en fonction du statut, des moyens humains, des moyens financiers. Donc, c'est une méthode qui est effectivement totalement adaptable. Et pour Natura 2000, je vais peut-être laisser Claire répondre. Oui, bah, effectivement, sur Natura 2000, on est souvent sur des sites qui sont... il y a des sites qui sont relativement petits et centrés sur un milieu, mais on a quand même souvent des sites qui sont assez vastes et avec des moyens pour les suivre, pas ceux des réserves. Donc là, voilà, moi je suis très intéressée par cette méthode et j'essaye de contribuer au niveau national à la déclinaison pour les DOCOB Natura 2000, parce qu'effectivement, on a les mêmes problématiques de suivi, même si on va peut-être être moins fin, on ne pourra pas avoir, on ne pourra pas financer en gros des suivis scientifiques sur l'ensemble des indicateurs d'état, mais en tout cas, la méthode, elle me semble vraiment très intéressante pour Natura 2000. Et voilà, moi, j'en sais pas beaucoup plus à ce stade, mais en tout cas, ça devrait sortir. Déjà, même sur le site de l'OFB, il y a déjà une version qui est en ligne, hein, qui reprend les problématiques de Natura 2000. Est-ce que Claire, tu as donné, Manon, le lien et effectivement, sur ce document en ligne, il y a déjà les particularités de Natura 2000, bien qu'il y ait donc un travail qui soit réalisé en ce moment plus finement adapté à ce type d'espace. Merci. Une remarque de Damien Marage, du coup, que je vais lire directement. Tout au long de ce processus d'évaluation, le dire d'experts est mobilisé à toutes les échelles. Ce suivi de l'état écologique échappe à la société pour n'être capté que par les sachants, comme l'ont déjà démontré les chercheurs, notamment impliqués dans la recherche-action. Cette problématique de l'évaluation ne peut plus échapper au débat social. Est-ce que, Damien, tu veux compléter cette remarque ? Ou d'autres personnes réagir à cette remarque? Tu parles de l'appropriation par les... Oui, bonjour. Excusez-moi. Oui, vous m'entendez bien? Oui. Oui, simplement, c'était pour élargir le propos de cette matinée. Dire que là, on est évidemment centré sur les questions scientifiques, hein, et c'est très bien, et c'est aucun problème avec ça, c'est nécessaire. Simplement, ces évaluations, elles sont néanmoins, il faut le reconnaître, admettons qu'on le reconnaisse, elles sont captées par des sachants, et la question d'un bon état, d'une population, d'un habitat, elle doit être portée au niveau dans l'ensemble des acteurs, dans le débat public quelque part. Qui peut dire que telle espèce est en bon état? Pourquoi ce ne serait pas le propriétaire du site en question, le gestionnaire, les habitants? Ils ont un regard aussi, eux,
qui peut faire aussi l'objet d'évaluations scientifiques, mais ils ont aussi je dirais, leur droit de regard sur l'état de conservation de nos milieux et de nos espèces. Voilà, c'est simplement pour élargir dans le champ des sciences sociales. Anne, peut-être est-ce que Oui, vous voulez si compléter je peux me permettre. Oui, pardon, allez-y. Oui, pour compléter, moi, le sentiment que j'ai, effectivement, il faut absolument que mais il faut aussi faire le tri entre ce qu'on va appeler opinion et ce qu'on va appeler savoir. C'est-à-dire que tout le monde a le droit d'avoir une opinion, de l'exprimer, de la faire valoir, mais le savoir, normalement, se bâtit sur des rationalités contradictoires. Bon, les sciences sociales peuvent nous aider à comprendre quelle est la vision que chacun peut avoir d'un milieu ou d'une espèce ou de l'état d'une espèce. Mais si on ne veut pas sombrer dans une logique de conversation de bistrot où chacun confronte son opinion à celle de l'autre, il faut quelque part qu'il y ait une règle d'arbitrage sur ce qui est rationnel et ce qui ne l'est pas, ou en tout cas ce qui est prouvé et ce qui ne l'est pas. Alors c'est très difficile parce qu'on est sur la lame du couteau, mais je crois qu'il ne faut pas le perdre de vue parce que sinon on finit par une sorte de trumpisation de l'écologie où toute opinion vaut savoir. Enfin, je livre cette idée à la discussion. Je peux réagir? Oui, oui, Damien. Oui, je ne veux pas monopoliser le débat là-dessus. C'était simplement pour élargir le débat, pour ne pas perdre de vue ce point de vue des sciences sociales. C'est bien entendu, on est dans le cadre de la rationalité. Ce sont la mobilisation des savoirs locaux. Ce sont bien sûr qu'il faut toujours, entre guillemets, tenter de falsifier pour essayer d'en dégager la rationalité et l'objectivité. Mais j'insiste, il ne faut pas écarter de ces démarches le volet des sciences sociales qui est important parce que ce sont des sujets importants, l'adaptation des espèces au changement climatique, des espèces et des communautés et des écosystèmes, et parce que les gens voient leur paysage se bouleverser sous leurs yeux, voient des espèces qu'ils ne voyaient pas auparavant, voir des espèces disparaître. Donc tout ça, ça interroge l'ensemble de la communauté, du collectif des vivants au-delà de l'humain. Donc voilà, on est bien d'accord qu'on est là dans le cadre de la rationalité et de tenter d'être le plus entendu. Si je peux ajouter de ma propre expérience, il est très satisfaisant en général d'associer toutes les parties prenantes, et là j'inclus tout ce que vous pouvez mettre dans les acteurs d'un territoire, à la co-construction de protocoles. C'est ce qu'on a fait dans quelques projets qui ont bien marché pour ça, non seulement parce que ça répond en partie aux préoccupations de Damien, mais en plus parce que ça entraîne une sorte d'adhésion et de coévolution de tous les partenaires. C'est pas toujours évident, je veux dire, de confronter des rationalités. Ça s'apprend, il y a de la coévolution là-dedans, y compris pour ceux qui sont du côté scientifique. Ça, c'est quelque chose d'important. Puis le deuxième point qui me paraît aussi important, c'est que même sur un protocole un protocole qui est très simple, donc qui est simplement de mesurer une densité d'insectes, c'est un petit peu particulier, mais des protocoles plus complexes qui entraînent simplement l'évaluation de l'ensemble du milieu et de son évolution, c'est souvent intéressant d'avoir des sociologues qui nous observent, qui observent non seulement le résultat de l'évolution, mais en même temps l'évolution des acteurs eux-mêmes, et qui donnent une sorte de lucidité sur ce qui se fait. Bon, voilà. C'est souvent, quand on parle plan de gestion, c'est rare qu'effectivement qu'on voit un accompagnement sociologique ou anthropologique, alors que ça serait souvent très utile. Parce qu'il s'agit de jeux d'acteurs. Oui, alors pour aller dans ce sens-là aussi, Guillaume Doucet notait que l'appropriation de ces outils de suivi par des élus partenaires est souvent complexe. Il y avait donc Marie-Jo Vergon-Tribaudet qui voulait prendre la parole. Oui, vous m'entendez? Oui.
Oui, vous m'excusez parce qu'en fait, je n'entends pas complètement tout le monde, ça coupe régulièrement, moi. Donc, je ne suis pas sûre, je ne sais pas si ça va être redondant avec ce qui a été dit, notamment avec peut-être sur les échanges de Patrick et Damien. Moi, je voulais juste rajouter sur cette étape très importante de mise en place d'un suivi et de réflexion de protocole de suivi à mettre en place bien en amont. Il me semble qu'un des problèmes au-delà de l'appropriation sociologique, c'est aussi la compréhension au niveau des financeurs au départ, parce qu'en fait, à chaque fois qu'un protocole, enfin qu'un plan de gestion, on va reprendre au niveau d'un plan de gestion, qu'un plan de gestion est proposé à un financement, souvent le financeur ne va pas forcément prendre les aspects de suivi et de réflexion préalable comme quelque chose d'important. Et on essaie de réduire, effectivement, par rapport au financement, on essaie de réduire le plus possible, mais finalement, une bonne réflexion en amont avec un bon suivi, il faudrait arriver à faire comprendre qu'on gagne aussi du temps et donc de l'argent à la limite, et c'est beaucoup plus efficace sur le long terme, mais ce n'est pas toujours compris, en fait. Ces aspects de suivi sont souvent vus comme quelque chose d'un surplus qui coûte souvent trop cher. Hein. En fait, il me semble qu'il y a aussi un problème aussi à ce niveau-là, sur cette partie-là en tout cas. Alors, ce que je peux rajouter, c'est que effectivement, le fait de replacer les suivis, enfin un certain nombre de suivis, en leur donnant le rôle de renseignement d'indicateurs d'état, donc ça justifie aussi, c'est un moyen de justifier qu'on a besoin de ces suivis et que c'est pas des suivis qui sont faits comme ça Ouais. sans cadre particulier. Oui. À l'origine, c'est vrai qu'il y a dans le volet amélioration des connaissances, c'était un peu fourre-tout. Et peut-être que ça a joué en notre défaveur parce que les financeurs se sont demandé pourquoi il y avait une telle liste à la Prévert de suivi scientifique qui était raccrochée à pas grand-chose. Alors que là, si on peut en raccrocher une partie dans la partie supérieure, une stratégie à long terme et montrer que ça sert à rendre des comptes, voilà, c'est plus facile à justifier. Je pense que oui, je pense que c'est intéressant, mais en même temps, il me semble que dans ces réflexions-là, il faut aussi faire attention à ne pas rater des étapes, c'est-à-dire pour vouloir faire moins cher, à éviter d'aller aussi des fois dans le fin, parce que des fois le fin est important et pas forcément pas forcément la façon la plus grossière en fait. Hein, bon, sachant que garder vraiment le cap d'un bon suivi efficace et qui vraiment renseigne évidemment la question qu'on a pu poser au départ, quoi. Et effectivement, là, je rejoins assez Patrick là-dessus sur les histoires d'échelle de territoire et échelle de temps qui sont effectivement très importantes à prendre en compte. Peut-être une question complémentaire, on parle des moyens. Est-ce que certains des gestionnaires qui sont présents voudraient donner un exemple de solutions qu'ils ont pu trouver peut-être pour rationaliser certains suivis, en regroupant des sites, est-ce que vous avez pu dans vos actions mettre en place, trouver des solutions qui permettent de mettre en place plus de suivi, de faire financer plus facilement ces suivis. Pas forcément de personnes. Moi, je peux donner un exemple de réserve en fait qui mutualise les suivis entre elles. Des réserves qui ont le même type de milieu et quand ils font le suivi, si par exemple c'est un suivi orthoptère, en fait, il n'est pas fait sur une réserve, mais sur 3-4 réserves qui sont au cours. Ils ont le même type de milieu. Oui, mais merci de saisir cette perche, c'était un petit peu l'idée que je voulais faire aborder. Des fois, on peut avoir un stagiaire qui va s'occuper de plusieurs sites, ça peut être une solution aussi pour pouvoir à une année réaliser plusieurs suivis assez complexes qui demandent une spécialisation forte. Je veux bien intervenir maintenant, je ne trouve plus la main là pour. Alors pour la main, elle est dans participants. Ouais, c'est ça. Tu peux, Maxime. Ouais.
Donc, pour un témoignage par rapport à la perche que tu tends, effectivement, donc je suis tout à fait d'accord avec Anne, et puis c'est ce qu'on a commencé à faire en Bourgogne et en Franche-Comté avec nos collègues sur certains suivis, notamment sur l'entomologie. Mais il y a un truc qui est super important pour rebondir sur ce que disait Marie-Jo, et puis qui fait un lien aussi avec ce qu'a pu dire aussi Damien, c'est qu'en fait, je vois, moi, pour mon comité consultatif de gestion, en fait, pour que les personnes qui sont pas du tout scientifiques ou qui sont très loin de ces questions-là, pour leur montrer de l'intérêt, qu'on va mettre dans notre prochaine programmation, 15 jours pour monter un protocole, faire toutes les étapes qu'a bien décrit Thibaut. Je pense qu'il faut vraiment absolument pas faire l'économie des étapes, c'est super important. Les premières phases de répondre à une question, établir le protocole, la stratégie d'échantillonnage. En fait, il faut faire comprendre aux gens l'intérêt, vraiment l'intérêt de ça et la nécessité que les choses soient bien posées pour que ça serve, puisque en tant que gestionnaire, on a tous vu qu'il y a beaucoup de suivis qui sont faits souvent très très vite avec très peu de jours et qui au final servent pas à grand chose. Donc pour améliorer la qualité de ces suivis et la pertinence de ces suivis, il faut effectivement apporter des arguments et je rejoins complètement ce qu'a dit Anne. Moi je l'ai vu sur la réserve où je travaille, c'est que quand on leur explique que le suivi, ça va permettre de répondre à un indicateur et ça va vraiment permettre de calibrer la gestion ou d'aller dans tel itinéraire de gestion ou tel itinéraire de gestion, même s'ils comprennent pas tout le détail c'est pas, j'allais dire, c'est pas leur job en tant que participant à un comité consultatif de gestion. Mais quand ils ont compris la finalité de pourquoi on suit cette espèce, après c'est gagné, quoi. Donc, il faut aussi essayer de faire comprendre ça. Et puis, c'est un point que j'avais souvent évoqué avec Aurélien Bénard ou avec d'autres personnes qui sont à l'écoute ici. Il faut vraiment qu'on se crée une culture commune. Alors, quand je dis une culture commune, c'est-à-dire les financeurs, comme disait Marie-Jo, de l'intérêt des suivis, mais même une culture au sein de nos structures. C'est-à-dire que les personnes qui font des arbitrages, que ce soit les directeurs de structures, les présidents de comités de pilotage des sites Natura, etc., comprennent l'intérêt de ces suivis. Et il y a une vraie culture commune à créer, et pour moi, qui n'est pas encore, il y a encore une marge de progression sur cette thématique-là. Alors, je vous fais une petite synthèse des différentes remarques qu'il y a eu. Merci Maxime pour cette réponse. On parle à la fois donc, sur cette question de moyens. Alors, j'ai tendu une perche en parlant de stagiaires, donc évidemment, on me dit qu'il faut aussi d'avoir des spécialistes et pas forcément des stagiaires, ce qui est totalement vrai. Qu'il faut aussi limiter parfois le nombre de suivis et en se concentrant plutôt sur les suivis d'indicateurs d'état plus que d'indicateurs de réalisation. Qu'il faut aussi bien assurer le suivi à long terme et limiter encore le nombre de suivis. Et puis, une petite discussion sur la problématique des indicateurs qui suivent les pressions sur les milieux et du coup, de se concentrer sur cette problématique d'évaluation des pressions et de suivi donc, des pressions, avec du coup une réponse de Patrick Giraudou. Si vous voulez préciser, soit Fred Topin ou Patrick, ce que vous échangez à l'écrit sur ces questions d'analyse des pressions qui évoluent dans le temps. Préciser, je ne sais pas si c'est très utile, simplement le problème du choix des variables qu'on va mesurer pour un objectif de gestion particulier, il peut se révéler temporaire. Bon, quand on parle de réchauffement climatique, ça va, on sait qu'on va pour les 50, 100 années qui viennent avoir quelque chose de pertinent. Mais il y a d'autres pressions qui sont beaucoup plus rapidement changeantes, agricoles ou autres, et celles-là, elles peuvent conduire à changer d'objet, à changer de priorité. Et ça, c'est très difficile à gérer parce que si on change de priorité de protocole toutes les 5 minutes, on n'a plus de protocole, quoi, pratiquement.
Et ça a été théorisé par une équipe australienne qui était, bon, les noms sont Lindenmayer et Likens, et qui parlait de monitoring adaptatif. Alors, c'est un concept dangereux parce que ça veut dire quelque part qu'on va changer des protocoles au fur et à mesure. Mais si on change les protocoles au fur et à mesure, les choses ne sont plus comparables. Donc, tout l'art consiste à faire évoluer des protocoles en fonction de questions qui elles-mêmes évoluent, tout en gardant la compatibilité verticale des données, c'est-à-dire celles qu'on avait prises dès le départ. Donc, ça paraît difficile d'entrer dans ce débat-là et dans le détail de ce que ça implique dans le présent séminaire. Mais il faut savoir que figer les choses à un instant T, ce qui est souhaitable d'un point de vue de la répétabilité des mesures, peut se révéler inadapté à terme parce que le système lui-même dans lequel on fait les mesures change. Et c'est un drame, enfin c'est pas un drame, c'est une composante de la gestion qui fait qu'à un moment donné, on doit être dans une certaine dynamique qui n'est pas très facile à gérer. Et donc, il faut en avoir conscience. Bon, après, on pourrait avoir un séminaire sur le monitoring adaptatif, mais je pense que Thibaut doit être familier de tout ça. Voilà, c'était ça. Il y avait une question à Anne par rapport à l'évolution éventuelle du guide d'élaboration des plans de gestion, puisque la dernière version datait de 2018 et il devait, semble-t-il, y avoir des compléments sur certains zooms. Est-ce que du coup il y a une nouvelle publication et est-ce qu'aussi il est téléchargeable parce qu'apparemment il y a des difficultés à l'imprimer en totalité? Oui. Alors, le guide, effectivement, la dernière version officielle date de 2018. Il était question de la réactualiser dans la foulée, il l'a complété, mais ça c'est pas fait parce que l'AFB puis l'OFB se sont mis en place. On avait perdu nos interlocuteurs puisque maintenant, en fait, ce document, il est sur le site de l'OFB. Nous, on n'a plus la main dessus à RNF puisque c'est passé maintenant pour un guide commun pour l'ensemble des espaces naturels protégés. Donc, on a eu une période un petit peu voilà, de flottement où on n'avait plus d'interlocuteurs au niveau de l'OFB. Donc, maintenant, c'est remis en place. On a quelqu'un et la dynamique est en train de repartir. Donc, ça va se faire au courant de l'année 2021. On est en train de préparer notamment un visuel qui serait, il y a une réunion demain à ce propos avec l'OFB, qui présenterait rapidement la méthodo sous forme de tuto. Donc, ça serait déjà un premier document qui accompagnerait le guide. Le guide, il va être complété au fur et à mesure aussi cette année. Effectivement, l'impression ne sort pas correctement. Voilà, ça, effectivement, on le regrette, mais on n'a pas la main, donc on ne peut pas retravailler là-dessus non plus. L'OFB va s'y mettre, s'y attelle prochainement. Donc, je pense qu'en 2021, il va y avoir beaucoup de choses qui vont bouger. Soyez encore un petit peu patient. Et en attendant, si vous avez besoin d'une version imprimée, ben, vous pouvez m'écrire. Nous, on a fait le travail de notre côté. C'était un petit peu fastidieux, mais on a un document qu'on peut vous transmettre et que vous pouvez imprimer. Voilà, c'est la solution que je vous propose en attendant, mais ça va venir. Ça va venir. Très bien. Bah, du coup, on a deux interventions aussi qui nous reparlent de la question de l'intérêt de mobiliser, enfin de présenter de manière vulgarisée et d'arriver à intégrer et à intéresser les personnes des comités de pilotage ou comités de gestion dans les suivis par différentes manières en donnant du sens à ces suivis. Je vous laisse prendre connaissance aussi des éléments qu'il y a dans le chat qui n'appellent pas toujours à discussion. Peut-être une dernière question à Thibaut Couturier. Du coup, on voit l'intérêt dans ce que vous nous avez présenté des collaborations entre chercheurs et gestionnaires. Est-ce que ces travaux, du coup, vous nous avez un petit peu dit les perspectives pour les prochaines années. Est-ce que voilà, qu'est-ce que vous avez pu retirer aussi dans l'autre sens, peut-être de l'intérêt de ce que les gestionnaires peuvent vous apporter dans votre travail? Beaucoup de choses.
Non, ce travail, moi, je l'apprécie beaucoup. Travailler à l'interface, justement, être dans un bout de recherche, mais en interaction perpétuelle avec des gestionnaires d'espace naturel, c'est très intéressant. Du coup, il y a tout ce travail de co-construction, en fait, des protocoles, etc. C'est toujours très enrichissant. Puis à chaque fois, il y a des nouveaux challenges qui apparaissent parce qu'on travaille sur différents accents. Donc les méthodes qu'on propose sont souvent assez similaires, assez redondantes parfois et tout, mais à chaque fois, il y a il y a quand même des enjeux en fait à faire, à adapter en fait des méthodes sur différents accents. Donc c'est toujours très moi, en tout cas, d'un point de vue personnel, je retire beaucoup d'intérêt. Et oui, donc un petit mot sur la poursuite, je l'ai un petit peu évoqué à la fin, mais effectivement, là, on se rend compte, en fait, le dernier appel manifestation d'intérêt, on a eu à peu près 35 sollicitations. Et malheureusement, comme je l'évoquais, donc dès qu'on veut faire les choses bien, il faut y consacrer du temps. Donc, on a retenu uniquement 8 sujets parmi les 35 dont on avait eu reçu en fait des souhaits lors de cette AMI. Mais tout ça pour dire en fait que les besoins, bon, ils sont là et ils ont été clairement identifiés depuis pas mal de temps. Donc on espère en fait que cette coopération perdure, voire s'amplifie en fait, puisque peut-être qu'il faudrait davantage aussi de personnes, et y compris peut-être, alors peut-être aussi une stratégie à avoir, c'est d'avoir des compétences aussi en interne dans les structures, dans les différentes structures gestionnaires d'espaces protégés, donc se doter aussi de personnes qui sont compétentes aussi pour travailler faire ce travail de fond sur les protocoles, mais à savoir que du coup, c'est du temps à investir. Ouais, c'est peut-être ça que j'ai envie de dire en guise de conclusion sur cette coopération. Très bien, merci. Je vous propose qu'on conclue sur cette première session qui visait à parler donc de l'évaluation et des suivis dès les étapes de planification de la gestion. On a vu donc dans un premier temps un cadrage méthodologique, dans un deuxième temps on a parlé aussi du calibrage des protocoles de suivi et de la coopération avec les chercheurs pour justement calibrer ces différents protocoles. Donc, on espère que ça vous a apporté quelques billes sur cette phase amont de construction des protocoles et de la démarche globale de suivi. Vous pourrez de toute façon contacter aussi les intervenants pour poser plus de questions et utiliser aussi la bibliographie qu'ils ont présentée lors des interventions. Donc, pour poursuivre ces journées des gestionnaires d'espaces naturels. Donc, rendez-vous demain à 14h pour la deuxième thématique sur la mobilisation des indicateurs d'état. Donc, on verra cette fois plutôt des retours d'expérience concrets. On n'est plus dans la phase de construction, mais bien dans la mise en œuvre. Donc, voilà, on verra différentes interventions de 3 gestionnaires de Bourgogne et Franche-Comté. Et puis, la dernière session donc, aura lieu mardi 19 à 10h le matin sur la mise en place de ces protocoles pour suivre la restauration, l'entretien ou la libre évolution. Voilà, écoutez, c'est bon pour cette première matinée. On est désolé déjà pour les problèmes techniques. Il fallait forcément que ça nous arrive en début de session. On remercie très vivement nos 2 brillants intervenants. Et puis, merci à vous tous aussi pour vos questions et votre participation attentive. On vous souhaite une bonne journée.